La côte caribéenne colombienne. Elle s'étend sur plus de 1500 km, de la frontière du Panama jusqu'à celle du Venezuela. Des plages de sable blanc, une biodiversité unique, la troisième plus grande barrière de corail au monde. Des cultures afro-colombiennes, antillaises et indigènes aux populations espagnoles, la société caribéenne est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus diverses de la planète. Oubliez la violence des cartels de drogue. La région attire aujourd'hui les visiteurs du monde entier. Des villes coloniales aux descendants d'esclaves évadés de Palenque, nous vous proposons d'embarquer pour un voyage à la rencontre de ces peuples colombiens des Caraïbes. Nous commençons notre voyage au beau milieu de l'océan, dans l'archipel de San Bernardo. L'un des plus beaux paysages au monde, 10 îles paradisiaques. Parmi elles, Santa Cruz del Islote, 1200 habitants concentrés sur 1 hectare, à peine plus grand qu'un terrain de football. Ce qui fait d'elle une des îles les plus densément peuplées au monde. L'île est artificielle. Elle a été construite avec des amas de pierre et des blocs de béton. Une centaine d'habitations sur un espace si réduit que la construction se prolonge aujourd'hui sur la mer. Toutes les familles de l'île vivent exclusivement de la pêche, comme Jorge Luis et Thiago. Ce sont leurs grands-parents, des pêcheurs en quête d'eau poissonneuse, qui sont à l'origine de Santa Cruz del Islote. Au départ, ils avaient établi des camps de fortune pour y passer la nuit. C'était il y a un siècle. Au début, ils étaient seulement une poignée, puis petit à petit, d'autres pêcheurs les ont rejoints. Et l'île s'est beaucoup agrandie. Il y a eu de plus en plus de monde sur l'île. Ils ont un secret pour attirer les poissons, transmis par leur grand-père. Ça, c'est un caracol. On utilise ce coquillage comme appât. Qu'est-ce qu'il est grand, celui-là? Bon, maintenant, on va ramener le poisson pour cuisiner le repas de ce midi à la maison. On en a pêché une douzaine ce midi. Jorge Luis habite avec sa femme Maria et ses enfants dans ce petit cabanon. La nourriture est transportée par bateau depuis Carthagène 1 à 2 fois par mois. On va bientôt pouvoir manger. Sur l'île, tout dépend de l'essence. Chaque jour, il faut que l'on en trouve pour nos bateaux de pêche. Ici, je vis avec mes 5 enfants et mes 7 petits-enfants. Et ça me rend heureuse.
Toute l'économie de l'île est basée sur la pêche, mais le tourisme commence à se développer aux alentours. Sur l'île, l'eau de pluie est recyclée. L'électricité est générée par ces immenses panneaux solaires. Anderson est né ici. Il n'a jamais quitté son île. Voici ma mère, ma nièce et mes neveux. Ici, c'est tellement petit qu'on doit tout partager. On doit penser aux autres constamment et c'est comme ça que l'île s'est créée. Anderson est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Là, c'est le patio et derrière, c'est la cuisine. Chaque petite parcelle est occupée. Nous, on a ce petit espace. Ici, c'est notre petite cour et on y stocke les bateaux et les animaux. Il y a tellement de monde qui vit à la maison que nous sommes obligés de tout organiser méticuleusement. Le linge, les lits, la cuisine, tout doit être bien planifié. J'ai 21 petits-enfants qui vivent avec moi. Même si parfois c'est difficile, je suis très heureuse. Allez, viens, sors de l'eau. À la nuit tombée, Anderson et les habitants de l'île se retrouvent pour chanter de la champetta. Un genre musical dont les racines remontent aux années 70, quand des marins de Carthagène retournaient sur les côtes avec dans les cales des disques de musique africaine. Él se encalló, pero un día muy temprano, él se encalló, encontró una cueva enorme, más grande que tú y que yo. La champetta, c'est une musique qui vient d'Afrique. Et aujourd'hui, on l'a réinventée avec de nouvelles paroles. On parle de notre quotidien, de nos aventures de tous les jours. Par exemple, quand on est dans un bar avec des amis et qu'on se raconte des histoires, on s'en inspire pour improviser une chanson. Bueno. Tu aroma es lo que más recuerdo y aquellos momentos quisiera devolverlo. Es una locura, es una tortura que no soporto y Chiffre étonnant, la moitié des habitants de l'île sont des enfants. Comme tous les jeunes du pays, ils s'identifient aux grandes stars de l'équipe nationale de football. Comme l'île est trop petite pour accueillir un terrain, ils ont l'habitude de se rendre sur un îlot voisin, complètement inhabité, mais où il y a de la place pour jouer. Laisse-moi mettre mes crampons. Bon, vous êtes combien les garçons? Comptez-vous. 5. Bon, on va bientôt commencer à jouer.
5 dans une équipe et 5 dans l'autre. Allez. Et un football d'un nouveau genre est né. Ici, on a créé ce que l'on appelle le micro-football, car on n'a pas la place d'avoir un vrai terrain de foot. Du coup, on joue toujours à 5 contre 5. Silvio a 14 ans. Il s'entraîne tous les week-ends. Moi, si je veux devenir footballeur, c'est pour sortir mes parents de la pauvreté, aider les autres de l'île qui ont besoin d'argent et acheter mes propres choses. Ici, depuis qu'on est petit, on s'entraide et on doit continuer comme ça. Yo sí me lo canso a ustedes. Estaban ahí en esta Michelle y yo estaba en los ranqueros. Moi, j'adore vivre à Santa Cruz del Ilote. C'est vraiment super ici. Allez, chante pour nous. Voy subiendo a la escalera porque mi mujer me invitó a una fiesta que no debía invitarme, pero ahí comprendí lo que era el amor. Por eso yo me conseguí otra, güey de Maica y llena en detalle. No te preocupes que ahí cantan en detalle, esto se pega aquí. Vamos a bajarle, vamos a zumbarle, vamos para la disco para que suene el baile. Vamos a bajarle, vamos a zumbarle, vamos para la disco para que Nous continuons notre voyage à la découverte de la perle des Caraïbes, la séduisante Carthagène. Ville fortifiée, construite au milieu du XVIe siècle par les Espagnols. Plus d'un tiers des habitants sont des Afro-Colombiens, des descendants d'esclaves. La ville et son métissage ont aujourd'hui un visage. Le voici, peint sur les murs, comme un symbole. Ce visage, c'est celui d'Ana Luisa, célèbre mannequin engagée pour défendre la cause des femmes noires de Carthagène. C'est un artiste irlandais qui a peint Ana Luisa. Son visage a depuis fait le tour de la Colombie. Il m'a représentée sous 3 profils distincts. La blanche colonisatrice, l'afro et l'indigène. Le peintre les a dessinées pour rappeler que toutes ces femmes ont dû se battre pour préserver leurs espaces et leurs territoires. C'est pour cela qu'il les a appelées les 3 guerrières. Mais la lutte doit continuer pour ne plus jamais qu'on nous réduise en esclavage et que l'on prenne notre indépendance. Le quartier de Getsemani a été le théâtre de la révolte contre les colonisateurs espagnols. Ses habitants ont marché jusqu'au palais du gouvernement pour l'indépendance. Ils ont fini par l'obtenir le 11 novembre 1811. L'esprit frondeur et contestataire est encore en eux aujourd'hui. Il se devine sur les murs et les façades. Les peintures urbaines sont un moyen d'expression. Elles ont fini par gagner leur lettre de noblesse.
Certaines de ses œuvres sont reconnues dans le monde entier. Bonjour. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Que pensez-vous du changement de ce quartier? C'est beaucoup plus joli aujourd'hui. Les choses sont différentes. J'ai plus de travail, par exemple. Avant, c'était tout délabré, mais désormais, les touristes viennent ici pour voir les graffitis. On dit même que c'est le meilleur quartier à visiter de tout Carthagène. Pour moi, ce quartier est un symbole de résistance. On a utilisé ici l'espace public pour en faire un lieu de création artistique, comme si le quartier était un grand tableau blanc. Peindre sur les murs de Getsemani, c'est peindre notre réalité. Ana Luisa se bat pour entretenir la mémoire de ses ancêtres esclaves. L'exploitation de leur force de travail a permis à la ville de devenir au XVIe siècle un des plus grands ports de l'Empire espagnol et le centre économique de toute la mer des Caraïbes. Les esclaves ont payé le prix fort. Ils travaillaient jour et nuit dans les champs de canne à sucre, parqués dans des hangars, torturés parfois jusqu'à la mort quand ils ne travaillaient pas assez vite ou lorsqu'ils tentaient de s'enfuir. Au fil des siècles, la ville est devenue le principal port négrier d'Amérique. Des centaines de milliers d'esclaves sont arrivés ici par bateau. L'architecture est aujourd'hui un héritage de cette période coloniale. Cette page de l'histoire, Javier Cassiani la connaît sur le bout des doigts. Chaque recoin, chaque ruelle en porte les traces. Salut. Comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon à la papaye. Dans ce marché du centre-ville, aujourd'hui réputé pour ses confiseries, 200 000 esclaves ont été vendus. Vous saviez qu'on vendait des esclaves ici avant? Oui, ils étaient vendus ici même. On m'a raconté cette histoire. Heureusement qu'aujourd'hui, on n'y vend plus que des desserts. Ah oui, je suis bien d'accord. Les esclaves travaillaient dans la culture de canne à sucre, mais pas seulement. Il y en avait aussi dans l'ingénierie, la construction, la recherche de pierres précieuses. Il ne s'agissait pas seulement de faire venir de la force de travail, mais aussi différents savoir-faire. C'est ce mélange qui a forgé aujourd'hui l'identité des Afro-descendants. C'est délicieux, merci beaucoup. Carthagène est fière de posséder l'un des systèmes les plus complets de fortification militaire d'Amérique du Sud. Là, vous êtes sur la muraille de la ville dans le quartier de Santo Domingo. Protégé à l'intérieur, il y a Carthagène. Et en face, la mer des Caraïbes. Les pierres ont été extraites, taillées puis mises entre les mains des esclaves venus d'Afrique pour construire la muraille. Les esclaves qui arrivaient à Carthagène ne restaient pas tous là. Beaucoup étaient envoyés dans les autres colonies, comme l'Équateur, le Mexique et aussi en Amérique centrale. Les Afro-Caribéens subissent encore les retombées de leur tragique histoire. Une majorité vit dans les quartiers périphériques et défavorisés de Carthagène, là où 1 habitant sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté.
On doit faire un cercle. Encore une fois. Tu peux me faire un nouveau rythme, s'il te plaît? Teófilo est né ici. Il a monté cette école de danse africaine pour tenter de redonner un projet d'avenir à une jeunesse déscolarisée. Ici, c'est comme une grande famille. Moi, je suis le papa et elles, ce sont toutes mes femmes. Cette école de danse, c'est une belle opportunité pour que les jeunes s'en sortent dans la vie et qu'ils puissent peut-être un jour réaliser leurs rêves. Essuyez-vous les pieds. Valeria est née ici. Cela fait déjà 2 ans qu'elle fait partie de l'école. Elle rêve de devenir danseuse professionnelle, avec un style bien à elle. Un mélange de danse africaine et contemporaine. Quand je danse, je dénonce la prostitution infantile et les violences que subissent les petites filles et les petits garçons dans notre pays. Je me sens plus libre depuis que je danse. J'espère pouvoir réussir à nous sortir de cette misère, ma maman, mes frères et moi, grâce à ce que je fais. C'est ça mon rêve dans la vie. Venez par ici. Les tambours, c'est la force africaine. C'est ce qui donne la virtuosité dans le mouvement. Dans quelques heures, Valeria va présenter pour la toute première fois sa chorégraphie au Centre culturel de Carthagène. Comment tu vas, mon amour? T'es contente? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Allez, va dans la salle de bain te changer. Elle vit avec sa mère Maria dans cette modeste maison. Le père de Valeria ne vit pas avec nous. Depuis qu'elle a rencontré le professeur Teófilo et intégré la troupe de danse, tout a changé chez ma fille. Elle est beaucoup plus heureuse, en paix. Même au collège, elle a des meilleures notes. Ce soir, je veux montrer le meilleur de moi-même. Tout ce que Teófilo m'a appris. C'est aussi l'occasion de sortir avec ma maman et de se promener, passer du bon temps ensemble. Et surtout danser. La famille va découvrir les beaux quartiers de Carthagène, où restaurants, musées et galeries se sont multipliés. C'est la première fois que je viens ici. C'est très grand. Comme c'est beau. Ça va? Tu te sens prête?
Ce type d'événement, c'est très important pour la diaspora afro-caribéenne dont nous faisons partie. Il permet d'affirmer notre place partout dans la ville et de nous donner une reconnaissance aux yeux des autres habitants. Et puis, il y a une symbolique très forte, car cette salle, c'était le palais de l'Inquisition. Ce soir, nous recevons Valeria qui va nous présenter sa chorégraphie « Plus mort que vivant ». Le public est composé d'acteurs du monde culturel. Metteur en scène, chorégraphe, Valeria espère être repérée ce soir par l'un d'entre eux. Sa chorégraphie, ce qu'elle fait, ce n'est pas que de la danse, c'est de la reconstruction sociale. Elle a tellement d'impact. Les gens comme nous qui la voient danser vont repartir avec beaucoup plus que de la danse en tête. Je suis tellement fière d'elle. C'est tellement beau quand elle se produit. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime tellement, mon amour. L'héritage africain est bien vivant. À 60 km au pied des montagnes, il existe une ville où il est visible et palpable. Un village d'irréductibles, symbole de résistance et de liberté niché au pied des montagnes. San Basilio de Palenque, fondé au XVIIe siècle par des esclaves en fuite. Originaires de Guinée-Bissau, du Congo, du Sénégal ou du Nigeria, ces pionniers ont fondé le premier Palenque, le premier village fortifié de l'histoire latino-américaine. Le temps semble s'être arrêté. Pendant 4 siècles, les Palenqueros ont vécu coupés du monde, une autarcie salvatrice, puisque leur culture africaine et leurs traditions ont été préservées. Parmi ces traditions, la surprenante pratique de la boxe anglaise. Les jeunes du village s'entraînent tous les jours dans ce hangar. Vas-y doucement, pas de mouvement sans réfléchir. Pedro Salina est né à Palenque. C'est un entraîneur heureux, car tout le monde ici veut faire de la boxe. On est devenu une référence. Quand tu viens de Palenque, tu dois être fort. Si tu te bats en compétition et que tu es d'ici, alors tu n'as pas le choix. Tu dois être plus fort que les autres, voilà tout. On est le seul village qui a eu 3 champions mondiaux de boxe. Et parmi eux, le plus grand de tous les temps s'appelle Kid Pambele. Il est resté 8 ans champion du monde. Kid Pambele, Antonio Cervantes de son vrai nom, le boxeur de légende de la Colombie. Originaire de Palenque, il a été le premier Colombien champion du monde de boxe.
Un titre gagné en 1972 et qu'il a défendu 21 fois. Un palmarès exceptionnel, un héros national. Depuis, cette petite salle de boxe est devenue une fabrique à champions. Des boxeurs en herbe comme Manuel Torres se préparent pour les championnats régionaux. Il faut que l'on continue de montrer que San Basilio de Palenque vit à travers nous. On est en train de poursuivre ce que Kid Pambelé a semé. On veut tous être des champions du monde comme lui et faire connaître San Basilio de Palenque au monde entier. Lorsque les esclaves se sont échappés, ils n'ont cessé de se battre pour conserver leur liberté. Leur lutte s'est transformée en un sport. On a cette combativité enracinée en nous et aujourd'hui, elle s'exprime par la boxe. Leur combat pour la liberté a commencé au début du XVIIe siècle. À la tête de la révolte, Domingo Bioyo, un roi africain réduit en esclavage par les colons espagnols. Dans les champs de canne à sucre, il monte une armée de fugitifs. Cette communauté marronne devient si puissante que la monarchie espagnole finit par lui accorder la liberté, à condition qu'elle cesse de s'agrandir et qu'elle lui prête main forte en cas de besoin. Pedro, l'entraîneur de boxe, habite encore dans la maison de ses arrière-grands-parents. Bonjour, bienvenue chez moi. Je vous présente ma famille. Ici, je ne vis qu'avec des femmes. Elle, c'est ma petite cadette. Comme toutes les femmes du village, Jana et sa petite fille se tressent des nattes. C'est la coiffure des anciens esclaves. Une coiffure qui renfermait bien des secrets. La coiffure des femmes servait de carte pour montrer le chemin de la liberté au peuple de San Basilio des Palenque pendant l'esclavage. Car dans les cheveux, elle traçait les chemins qui indiquaient par quel endroit on pouvait passer et ceux qu'il fallait éviter pour s'enfuir. Disons que ça c'était la plantation, là il y avait la maison, on savait que devant il y avait des gardes, donc ici on fait une tresse pour indiquer que la maison était là et que ça c'est le chemin par lequel sortir. Tu vois, ces ondulations servaient à symboliser les endroits où l'on pouvait trouver des cultures. Parce qu'une fois qu'ils étaient libres, il fallait bien qu'ils se nourrissent. Les autres esclaves qui s'étaient évadés leur laissaient même des allumettes parfois pour cuisiner. C'est important pour nous de conserver cette manière de nous coiffer, parce que même si on est dans un monde de plus en plus globalisé, nous on veut préserver notre mode de vie. Et ça se traduit aussi à travers nos cheveux. Para analizarlo, para aprender a cuidarlo, porque nos hemos enmarcado tanto en esto de la globalización que hemos perdido la esencia que es nuestro cabello. Alors, il paraît que tu veux te battre contre moi? Toi, tu n'auras pas le courage de monter sur le ring. Ici, on parle très fort, mais on n'est pas du tout en train de s'embrouiller. C'est notre manière d'exprimer notre point de vue, en criant parfois. Mais ça ne finit jamais en bagarre.
Cette joie de vivre et cette culture si particulière attirent aujourd'hui les visiteurs du monde entier. Depuis 30 ans, chaque année au mois d'octobre a lieu le festival de Palenque. Mode, musique, tambours et chants africains, pendant 5 jours, les habitants de la ville célèbrent leur culture afro-colombienne. Les touristes viennent de tout le continent pour y assister. Ce groupe arrive du Pérou. Ici, à Palenque, je suis très connu. Savez-vous combien de gamins j'ai formés à la boxe et qui sont célèbres aujourd'hui dans le monde? Un nombre infini. Je parie 20 000 pesos que personne n'arrive à lui toucher la tête pendant 1 minute. Moi, je veux essayer. Je veux essayer de lui toucher la tête. Tiens, je t'offre un verre. Ah, ça y est, j'ai gagné. Hop, j'ai réussi à en faire 2. Il y a tellement de gens qui viennent ici pendant le festival. Si on fait une moyenne à l'année, c'est comme si nous recevions plus de 1000 personnes tous les mois. On a beaucoup de choses à montrer au monde. Et le monde entier est curieux de découvrir tout ça. Le soir venu, San Basilio de Palenque se métamorphose. La musique envahit les rues. Touristes et habitants se mélangent sur les rythmes afro-colombiens. Allez, on y va, il faut se dépêcher. Dans cette école de danse, les élèves apprennent des rythmes africains. Après 1 année de travail, ils s'apprêtent à présenter leur spectacle. C'est très important car c'est la plus grande manifestation culturelle de notre village. Ils dansent le lumbalou, un rythme qui célèbre le passage de la vie à la mort. Le tambour est fabriqué avec du cuir de chèvre. Et la base est faite avec un tronc entier que l'on creuse comme ça. On l'utilise pour les danses traditionnelles, mais aussi pour les cérémonies funéraires. Dans cette danse, on parle de l'histoire de Catalina Algongo. C'était une jeune femme, symbole de San Basilio de Palenque. Elle adorait danser et elle a disparu. Nous sommes vraiment dans l'Afrique colombienne. L'école de danse enseigne aux jeunes élèves les traditions musicales du Congo, rapportées d'Afrique de l'Ouest par les esclaves. Ce soir, c'est la première fois que Jesus va jouer sur scène. Pour moi, c'est beaucoup de joie et d'émotion, car je vais accomplir mon rêve. J'ai toujours voulu jouer du tambour. J'ai pratiqué tous les jours et maintenant, je sais jouer comme eux. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, en regardant ces gars-là jouer et en les écoutant attentivement. Ce soir, j'espère que tout le monde va pouvoir sentir l'âme du festival de tambour de San Basilio de Palenque. Jesus et Lily ouvrent le festival.
C'était excellent. Le festival de tambour, c'est bien plus qu'un spectacle, c'est une vitrine pour nous, les jeunes de San Basilio de Palenque. C'est la manifestation de notre culture. On a besoin d'événements comme celui-ci pour continuer à entretenir et écrire notre histoire. San Basilio de Palenque est aujourd'hui inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Pour les habitants, c'est une victoire à la fois culturelle et politique. Comme le veut la tradition, le festival de Palenque s'achève par une célébration face au lever du soleil. Nous poursuivons notre voyage cap sur Santa Cruz de Mompox à 250 km en bordure du plus grand fleuve du pays, le Rio Magdalena. Pendant la conquête espagnole, tout le commerce transitait par ce fleuve. La ville était un comptoir économique. Son quartier colonial, l'un des mieux préservés du pays, témoigne de son âge d'or. Ici, la population est métissée, composée de descendants de colons espagnols, d'indigènes et d'Africains. C'est dans cette région reculée qu'ont grandi Abel et ses amis. Les esclaves jouaient beaucoup de musique. Quand les colons les transféraient sur le fleuve, les esclaves ramenaient avec eux ces tambours et ces flûtes indigènes. Ce fleuve, le Rio Magdalena, était l'épicentre du commerce de toute la région. C'est pour cela que Mompox est une ville importante depuis sa création, il y a plus de 400 ans. À l'époque, des milliers d'esclaves arrivaient sur ces bateaux. Parmi eux, les ancêtres d'Ignacio.
je me sens plus africain, car c'est un peuple travailleur qui a tout fait pour évoluer et grandir. Les Africains, ils ont toujours poursuivi leur quête de liberté face aux colonisateurs. C'est pour cela que je me sens africain. Chaque bateau arrivait sur le fleuve en musique. Dans tous leurs déplacements, les esclaves jouaient ces rythmes. Les propriétaires les laissaient faire car ils aimaient bien. Et pour nous, aujourd'hui, c'est important de continuer à faire ça. Mompox a été la première ville libérée de la colonisation espagnole. C'était le 6 août 1810. À la tête de la révolte, Simón Bolívar, le général vénézuélien. Vénéré dans la région, il est surnommé le Libertador, le libérateur. Depuis, les habitants vivent hors du temps, ils continuent de perpétuer les traditions. Abel vit dans cette maison avec ses 10 petits-enfants. Musicien professionnel, il transmet sa passion à toute sa famille. Voici mon épouse, cela fait 30 ans que nous sommes ensemble. Je fais des confitures pour faire tourner l'économie de la maison. Dans notre ville, il n'y a pas beaucoup d'entreprises ou de magasins qui embauchent. Vous savez, c'est pas évident de gagner de l'argent ici. Avant l'arrivée des Espagnols, il y a 4 siècles, Mompox était peuplé d'Indiens, les tout premiers habitants de la côte Caraïbe. La culture musicale de la ville est à l'image de cette histoire. Abel et son fils jouent de la gaïta, cette flûte indigène. Tiens, essaie de refaire le rythme. Sa conception est unique. Taillée dans un cœur de cactus, elle renferme une plume de canard. Utilisée durant les célébrations religieuses autochtones, ces sonorités imitent les chants des oiseaux. Ici, on est en recherche perpétuelle de nos origines. Les rythmes espagnols, les sonorités africaines ont fait évoluer les mélodies de la gaïta, qui est devenue une partie intégrante de la culture musicale des Caraïbes colombiennes. Dans cette quête de nos origines, cette flûte est très importante, car comme elle vient d'une ethnie indigène, elle nous fait sentir que nous sommes aussi américains, indigènes, africains et même espagnols. On retrouve ces mélodies dans la sensuelle cumbia, mélange de danses africaines et d'instruments indigènes. Il est une spécialité à Mompox difficile à découvrir au premier coup d'œil. Derrière ces murs travaillent en silence des artisans joailliers. Ils sont les dignes héritiers de l'époque coloniale, celle où l'or et l'argent étaient entreposés ici
avant d'être envoyés en Europe. Ce savoir-faire, les habitants veillent à l'entretenir. Dans cette école, les élèves apprennent l'art du filigrane, celui de tisser des bijoux délicats. Josimar est professeur dans cet établissement depuis près de 5 ans. Il faut que tu mettes bien les petites parties à l'intérieur. Le filigrane s'obtient en étirant les fils d'argent. Les Arabes l'avaient enseigné aux conquistadors espagnols, qui l'ont apporté avec eux en Amérique du Sud. Vous voyez, sur toutes nos créations, on y ajoute un accessoire comme celui-ci pour les transformer en boucles d'oreilles. Ces bijoux sont revendus jusqu'à 150 $ pièce selon leur poids. Chaque boucle d'oreille, chaque médaillon, chaque bracelet est conçu comme un tableau composé de fils d'argent. Décliné à partir d'un modèle de base, chaque pièce est unique. Anderson apprend à faire fondre le métal. Il faut que tu soudes toute cette pièce, que tout soit lisse pour qu'il n'y ait plus aucun résidu. Il ne doit plus rien rester. La création d'un bijou peut prendre plusieurs semaines. Cet artisanat fait partie de mon histoire et je trouve cela beau de travailler l'argent. C'est une fierté d'apprendre ces techniques si difficiles. Ça serait vraiment une grande fierté de retrouver mes bijoux dans les boutiques de Mompox. Ici, on ne veut pas que nos traditions se perdent. C'est bon, c'est prêt. Aujourd'hui, près de 200 orfèvres travaillent encore l'argent et l'or comme le faisaient les premiers colons espagnols. Simon Villanueva a 95 ans. Il est l'un d'entre eux, le doyen, toujours en exercice. Bon, les jeunes, je vous présente le plus vieux maître d'orfèvrerie de Mompox. Vous allez donc pouvoir échanger avec quelqu'un qui a de l'expérience. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous devez être des ingénieurs du filigrane. Vous devez pratiquer tous les jours pour arriver à faire une figurine. Vous allez être des génies. Et vous devez l'être, parce que vous aimez ça. Moi, j'adore. C'est quelqu'un de votre famille qui vous a appris la technique? J'ai presque tout appris tout seul. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré un maître d'orfèvrerie. Je n'arrêtais pas de le regarder, et un jour il m'a dit « Prends les instruments et débrouille-toi ». Simon Villanueva a appris ce métier dans les années 80, alors que la Colombie traversait une grave crise économique. La ville avait 3 choses. Son histoire, sa semaine sainte et l'art du filigrane. C'est pour ça que je vous le dis, les enfants. Il faut que vous vous accrochiez. Vous avez le monde entre vos mains. Je ne vais jamais réussir à lui ressembler, car lui, c'est vraiment un maître. Ni même à faire des pièces aussi belles. Mais j'aimerais vraiment me rapprocher le plus possible de ce qu'il fait, car c'est très beau. C'est de la perfection fait main. C'est toute ma vie. J'aime tellement le filigrane. Je crois que j'aime ça plus que ma propre vie.
Cette tradition a permis à Mompox d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, Abel le musicien répète avec sa troupe créée il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous allons jouer la danse des paysans. C'est un hommage à tous les travailleurs des champs de Mompox, les indigènes, les Africains et les Espagnols. La troupe s'entraîne pour le défilé du carnaval de Mompox, qui aura lieu demain. Des festivités qui célèbrent l'indépendance de la Colombie. Ignacio est chorégraphe. Il faut bien balancer ton corps des deux côtés. Il faut bien bouger les hanches et surtout, sourire. C'est un rythme que les paysans chantaient quand ils travaillaient dans les champs. Ça leur donnait du courage. Sheila a 20 ans. Elle a été choisie pour ouvrir le défilé du carnaval. Quand tu es de Mompox, c'est à travers le folklore que tu crées ton identité. En enseignant et en transmettant ces danses aux nouvelles générations, on assure leur survie et celle de notre culture. Pendant la semaine du carnaval, les maisons se transforment en ateliers de couture. Voici nos robes traditionnelles. On doit y ajouter ce voile pour qu'elles aient un peu plus de poids et de volume. Nous fabriquons des costumes folkloriques pour faire vivre notre famille et aider notre mère. Angélica, la mère de Sheila, vit seule. Les nuits sont courtes la semaine qui précède le carnaval. Il faut que tout soit prêt en temps et en heure. Voici mon lieu de travail, mon atelier de couture. Aujourd'hui, c'est elle qui confectionne les robes de toutes les écoles de danse de la ville. Quand elle m'a dit qu'elle aimait la danse folklorique, qu'elle voulait danser et porter des costumes, j'étais vraiment émue. J'ai fabriqué ses premières robes et elle aimait tellement les porter. En fait, c'est comme si ma fille avait réalisé mon rêve. Quand tu aimes la danse, ça te transporte. Danser, ça peut te faire oublier tous tes problèmes. Ça peut te libérer.
C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Non, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vraiment, vraiment très beau. Le défilé va commencer dans quelques heures. Ignacio et sa troupe se préparent. Et c'est bien sûr Angelica qui a confectionné leurs costumes. Africana, campesina africana, campesinos. Ces enfants sont déguisés en petits paysans africains. Ils sont habillés en espagnol, mais ils vont danser sur des rythmes africains. Ça, c'est une machette pour couper les mauvaises herbes. Le sac, c'est pour mettre les graines à planter. Et le bâton, c'est pour faire les trous dans le sol pour que la plante germe. La semilla, de ahí germine la planta. Nieta marihuana. C'est le plus ancien carnaval de Colombie. Il existe depuis 3 siècles. Abel et son groupe se préparent durant toute l'année. Ces énormes têtes en papier mâché qui émergent parmi les carnavaliers caricaturent les anciens maîtres. D'autres personnages défilent comme les pilanderas, les commères. Sur les champs de canne à sucre, elles étaient connues pour leur bavardage et la dénonciation des pratiques des colons. Elles font aujourd'hui partie du patrimoine historique des Caraïbes. Avec Abel en tête de cortège, le défilé peut commencer. Aujourd'hui, on fête la liberté des peuples indigènes et africains. C'est une fête très émouvante. On est heureux d'être libre. Vive l'Amérique! Notre voyage se poursuit jusqu'à la région de Sierra Nevada de Santa Marta, la plus haute montagne côtière du monde. Elle borde la mer des Caraïbes. À ses pieds, le parc de Terrona s'étend sur 15 000 hectares. Cette zone a été le théâtre d'une guerre sanglante. Pendant près d'un demi-siècle, les forces révolutionnaires de Colombie, les FARC et les paramilitaires se sont entretués dans cette jungle, laissant derrière eux des milliers de victimes. La paix est revenue il y a 3 ans et les touristes aussi.
Ah, ja. Ameisen? Okay, ja, voll. C'est un énorme nid de termites. Les fourmis que nous avons en Autriche sont noires et bien plus petites. Ici, il y a des fourmis à bois comme celle-ci. Elle est énorme. C'est fascinant, toutes ces couleurs. Comme de nombreux touristes, ce couple va traverser le parc seul et sans guide. En Europe, on entend toujours des histoires sur le niveau de criminalité qui existerait en Colombie. Tout le monde pense que c'est dangereux de venir ici. Oui, tout le monde connaît l'histoire des FARC. Tout a débuté dans les années 60. Ils ont commencé à fournir la drogue aux États-Unis, puis la guerre du narcotrafic a éclaté. Ça a vraiment affecté la Colombie. Les FARC se sont d'abord présentés comme les défenseurs des paysans pauvres, avant de s'associer aux narcotrafiquants dans les années 80. Retranchés dans les zones montagneuses comme la Sierra Nevada, la prise d'otages devient leur arme de guerre. Ingrid Betancourt est l'une de leurs plus célèbres prisonnières. En novembre 2016, un accord de paix est signé, mettant fin à plus d'un demi-siècle de conflit. Toute la région renaît aujourd'hui. Après 3 heures de marche, le couple d'Autrichiens arrive sur la plage de la Piscina, au cœur du parc Terrona. On a réussi, on l'a fait. C'est fatigant, mais le paysage récompense tous nos efforts. Ça vaut vraiment le coup. C'est le paradis. Ça fait du bien. L'eau n'est pas très froide, mais un petit peu quand même. Juste ce qu'il faut. C'est pour moi une des dernières grandes aventures que la planète a à offrir. J'espère que la jeune génération aura plus d'opportunités grâce au tourisme qui se développe. Il y a de plus en plus d'infrastructures qui sont en train de se construire. Il faut qu'ils arrivent à gérer cette transition et que le tourisme garde seulement un impact positif. Même les villages les plus reculés se sont retrouvés pris en étau entre les violences des paramilitaires et celles des mouvements de guérilla. Comme ces villageois, les indigènes Koji, qui ont bien failli disparaître. Leurs terres étaient convoitées par les narcotrafiquants. Les Koji sont une des grandes civilisations précolombiennes du continent. Ils étaient un demi-million avant l'arrivée des colons espagnols. Ils ne seraient plus que 12 000 aujourd'hui, repliés dans les hautes vallées de la Sierra Nevada. Plus bas, d'autres villages, comme celui de Minca, ont choisi quant à eux de s'ouvrir aux visiteurs étrangers. C'est ici que se retrouvent tous ceux qui explorent la Sierra Nevada. Depuis l'accord de paix, les auberges poussent comme des champignons. Le tourisme se développe et les étrangers s'installent.
Shenandoah est américaine. Avec son petit ami Manuel, ils ont créé cette école de langue pour former les habitants. Ce soir, je vais vous donner un cours sur les directions. Aucun d'entre eux n'a pu étudier l'anglais à l'école. La majorité des investisseurs sont étrangers. Si les locaux n'apprennent pas l'anglais, ça va être difficile pour eux de trouver une place dans cette nouvelle économie. C'est pour cela que nous avons décidé de créer cette école. S'ils veulent ouvrir un établissement touristique ou organiser des excursions, désormais, ils n'auront plus l'obstacle de la langue. Avant l'accord de paix, les habitants n'avaient aucun contact avec l'extérieur, aucune opportunité de parler l'anglais. Je vois souvent des touristes qui descendent du bus ou qui se baladent. Je veux leur parler, mais je reste bloquée parce que je ne peux pas. L'autre jour, j'ai rencontré une dame qui était perdue et je n'ai pas pu l'aider. Ça m'a fait tellement mal de ne pouvoir rien faire. C'est pour ça que je veux apprendre l'anglais. Apprendre les directions, ça va vous être super utile. Ça arrive souvent que des touristes demandent leur chemin et vous répondez sans comprendre. Je sais pas, c'est par là. Moi, je vends des fruits et des légumes dans le village. Avec mon métier, je vois beaucoup de touristes passer. Je veux apprendre l'anglais pour être capable de leur parler quand ils viennent m'acheter des fruits. Il va vous falloir de la force et de la volonté pour continuer à pratiquer chez vous. Si vous croisez des touristes, par exemple, dans la rue, n'hésitez pas à leur parler. J'espère vous revoir tous la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer à apprendre ensemble. Merci beaucoup. Good night. Thank you guys. C'est bon, nous sommes prêts. Bye bye, Salut, merci à tous. Les habitants se remettent tout doucement des traumatismes du conflit. Pendant des décennies, ils ont vécu dans la peur des FARC et des paramilitaires. Leur mode de vie n'a pas changé, seule la peur a disparu. Les familles de Minka vivent et travaillent dans ces fermes agricoles. Shenandoah s'est installée chez la famille de Manuel il y a quelques années. Bonjour, les amis viennent nous aider à préparer le repas. Alors on va préparer un plat typique de la région en famille. J'ai demandé à mes amis en Colombie où se trouvait la montagne la plus proche. Ils m'ont tous envoyé à Minka. Et je suis tombée amoureuse de l'endroit, de son histoire, des gens d'ici. Et de moi aussi. Mais oui, c'est le plus important. Et 2 ans et demi plus tard, me voici en train de préparer le sancocho. Le sancocho, un ragoût venu des îles Canaries espagnoles pendant la colonisation. C'est le plat populaire de la région. On doit préparer la viande, les côtes de porc, le poulet.
Puis on cuisine le sancocho avec du manioc, du maïs, de la banane plantain et des herbes que l'on coupe en tout petits morceaux. Tout ça vient d'ici, de la Sierra Nevada. Certains souvenirs sont indélébiles pour la famille de Manuel. Pendant le conflit, 2 habitants du hameau sont morts, victimes de balles perdues. C'était vraiment traumatisant. Et ça va aller, respire. c'était de vrais barbares, des assassins. Ils tuaient comme ça gratuitement. On pensait que c'était fini, qu'on allait mourir. C'était difficile. Ils ont commencé à sortir les gens de chez eux et prendre leurs terres. Moi, à l'époque, j'étais avec mon bébé, mon fils. On est resté cachés dans la maison, derrière le lit. Cette maison est ancienne, ses murs sont très épais, 45 cm environ. Et c'est ce qui nous a protégés. On est resté ici à attendre que les choses changent. Et c'est enfin arrivé, heureusement. Maintenant, on peut vivre en paix. Allez, venez vous asseoir. Qu'est-ce que c'est bon, c'est délicieux. C'est vraiment réussi. C'était fait avec amour. L'année qui a suivi la signature de l'accord de paix, 6 millions de touristes se sont rendus en Colombie. Notre voyage se termine au large, à 700 km du littoral, sur l'archipel des îles San Andrés, une réserve mondiale de la biosphère classée par l'UNESCO. Ces 32 km de barrières de corail font d'elle une des plus longues du monde. Plus proche des Antilles, d'Haïti et de la Jamaïque que des terres colombiennes, 70 000 Colombiens y vivent pourtant à la croisée des cultures. L'archipel est préservé, mais le tourisme n'en est pas exclu. Plusieurs centaines de visiteurs débarquent chaque jour, comme ce couple de Brésiliens. Je ne sais pas si ça va se voir dans ma vidéo, mais la couleur de l'eau, c'est incroyable. Ça, c'est la joie que vous allez ressentir maintenant. Kevin organise des tours en bateau. Pour une vingtaine d'euros, ils vont visiter 2 îlots de l'archipel. Avant de descendre du bateau, vous pouvez enlever vos chaussures, s'il vous plaît. En moins de 10 ans, le nombre de visiteurs a doublé. 1 million chaque année. Il y a des touristes du monde entier qui viennent ici. D'Europe, d'Amérique et de tous les pays d'Amérique latine. Tout ce monde que vous voyez, c'est comme ça tous les jours. J'aimerais enregistrer ce moment pour la vie. Une eau aussi bleue, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ça n'existe vraiment nulle part ailleurs.
L'eau est tellement chaude. J'ai la sensation d'entrer dans une piscine chauffée, c'est super. C'est fantastique. Ils sont tout petits. On ne bouge pas et les poissons viennent tout près de nous. Ils n'ont même pas peur. J'ai essayé d'en attraper un, mais ils sont très rapides. Il y a une variété d'espèces incroyable. Sur l'archipel, les hôtels à bas prix se sont multipliés. Les bateaux et les déchets laissés par les touristes derrière eux sont aujourd'hui une menace pour l'écosystème. Historiquement, l'archipel a toujours été très convoité. Pendant plus de 2 siècles, les Anglais, les Espagnols et même les Français en revendiquent à tour de rôle la possession, jusqu'à ce qu'il soit rattaché à la Colombie. San Andrés, l'île principale, a réussi à garder son authenticité et sa culture afro-antillaise. Ici, on parle aussi bien espagnol, anglais que créole. Job Saas est un Ilien pur souche. Ici, c'est une véritable star. Il chante dans le groupe de reggae le plus populaire de l'île. Et comme tous les habitants, il jongle lui aussi d'une langue à l'autre. Vous avez quoi comme poisson aujourd'hui? Ici, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir des produits frais. Que ce soit des produits que l'on cultive à la ferme ou ceux qu'on pêche en mer. C'est vraiment frais. Ceux-là, on peut juste les manger. On ne peut pas les vendre car ce sont des espèces protégées. Pêcher, c'est une tradition qui vient de nos ancêtres. Les esclaves africains qui ont été amenés ici par les Espagnols. Que Dieu te bénisse, mon ami. C'est super, on a de la chance de t'avoir toi et ton poisson. Job repartira avec plusieurs kilos de poissons frais pour seulement une vingtaine d'euros. Il se prépare à recevoir ses amis pour le déjeuner. Il vit dans ce décor de rêve, une ferme tropicale. C'est ici qu'il habite avec sa femme. Là, je vais récupérer des bosco. C'est une sorte de banane plantain. Bosco is a family to the plantain. Et maintenant, je récupère des fruits à pain. Tout ça, c'est pour cuisiner le rondon, notre plat traditionnel. Un, deux, un, deux. Test micro. Job Saas a créé son propre groupe de reggae avec ses amis il y a déjà 20 ans. Nous, on fait du San Andrés Reggae Music. C'est du reggae biologique. C'est fait avec des sentiments naturels.
Cette musique, c'est l'illustration de notre légèreté. Il y a des bonnes vibrations aux Caraïbes, vous savez. Et c'est ce qu'on essaye d'exprimer dans notre musique. Dans les années 50, pendant la dictature, le gouvernement met en place une politique de peuplement à San Andrés. Il encourage les Colombiens à s'installer sur l'île et l'espagnol devient la langue officielle. Les habitants craignent la disparition de leur identité afro-antillaise et de leurs particularités culturelles, comme la langue créole et la musique. Des mouvements séparatistes afro naissent. Mariana en fait partie. Ce qu'on raconte dans nos chansons, c'est qu'on est très fiers de notre identité insulaire, notre culture, notre couleur et nos origines. Souvent, les gens du continent veulent nier ce que nous sommes. Mais quand tu n'as pas ta propre identité, tu peux te perdre. Nous, on sait qui on est et on le revendique en chanson. Le random qu'il prépare, c'est le plat des esclaves, transmis de génération en génération. La gardienne de la recette, celle qui l'a transmise à son petit-fils, c'est la grand-mère de Job. Ce plat typique se cuisine avec du poisson, des fruits de mer, avec des bananes plantains et du manioc. Et tout ça va mijoter dans du lait de coco. Et ça, c'est le rondon. C'est devenu le plat de toute une communauté, celle des Rezals, des Afro-Antillais. Ici, nous n'avons pas de farine, mais le fruit à pain, c'est notre pain à nous. Tout est traditionnel ici. Même la façon d'allumer le feu. On n'utilise pas de kérosène, pas d'essence. Tout est naturel. Tout est fait maison, même le lait de coco. La noix a été séchée puis râpée. So, Mr. Job, where you going and get? How things coming? Everything ready or what? Okay. You say tout pour, so I use it. Identify myself with Creole. Moi, je parle en créole. C'est ça mon langage. Je m'identifie à l'Afrique. Donc, je parle la langue des Africains qui étaient ici. I feel myself identify with my people from Africa by speaking Creole. 12, 13. Ma grand-mère adorait cuisiner ce plat. Elle en mangeait tous les jours et elle devenait très forte. Heavy, very good, strong. Yeah. Notre culture, c'est celle des Caraïbes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont de multiples influences qui rendent San Andrés si spécial et si belle. Nous avons des origines indigènes, mais nous sommes aussi le fruit de la colonisation anglaise, espagnole et maintenant colombienne. Ce mélange de cultures produit un goût délicieux.
Un arôme léger et goûteux. L'identité afro-caribéenne est en train de devenir une véritable marque de fabrique. Depuis 2 ans, il existe même une chaîne de télévision qui lui est spécialement dédiée. Marvin, l'ami de Job, est l'un des présentateurs vedettes. C'est vraiment important parce que nous sommes très loin du continent, donc cette chaîne nous permet d'avoir un contact avec le reste du monde. Et puis le reste du monde peut rester en contact avec nous et savoir ce qu'il se passe sur l'île. Annie est originaire de Providencia, une des îles de l'archipel. Depuis 2 ans, elle présente cette émission de mode. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau style. Une nouvelle façon de coiffer vos cheveux ou comment dresser vos boucles avec de la mousse. Regardons le résultat. Ici, on parle de la beauté afro-caribéenne. C'est vraiment quelque chose de spécial. Nous réunissons les tendances des îles des Caraïbes, que ce soit celles de la Jamaïque, des Antilles ou des autres territoires. Notre manière d'être, notre joie de vivre, nos différents styles de coiffure avec des couleurs de cheveux originales, c'est vraiment propre à notre identité caribéenne. C'est ça qui nous différencie. Et c'est ça qui nous lie entre peuples des Caraïbes. On revient dans quelques instants. Merci à tous. Sur cette île d'à peine 50 km de long, règne une ambiance toute jamaïcaine, très décontractée, avec forcément du soleil toute l'année. Au bord des routes, les bars à musique reggae se succèdent. Les habitants y passent après leur journée de travail. Le bar préféré d'Annie, c'est celui de Dixio, un petit-fils d'immigrés jamaïcains. Comment ça va? Je suis super contente de te voir. C'est dans les années 60, pendant les débuts du reggae en Jamaïque, que ce style musical est arrivé jusqu'ici. Le reggae a été importé sur l'île par des pêcheurs et des marins. Ils amenaient des vinyles de Jamaïque et de différents endroits des Caraïbes. Ça a été l'un des premiers courants musicaux ici. Mais on avait aussi d'autres genres, du soukous, soca, du calypso aussi. Tu peux aller dans n'importe quelle île des Caraïbes, même sur la côte colombienne, tu trouveras toujours un bar de reggae. C'est le symbole de notre vie. Relax. Of listen to reggae, of having a good time. But if you only got one, you are with it though. Dans quelques heures, Job et son groupe vont jouer au Green Moon Festival. Toute la ville est là. Et même les habitants des îles voisines ont fait le déplacement. De nombreux artistes reprennent les genres traditionnels de la région, le zouk et bien sûr le reggae.
Annie, la présentatrice, est là aussi. Toute la soirée sera retransmise en direct sur la télévision locale. Cet événement, c'est comme une plateforme pour connecter toutes les populations afro-caribéennes. On a des groupes qui viennent de toutes les Caraïbes, de Jamaïque, Trinidad et Tobago, du Royaume-Uni aussi, car il y a une grande communauté afro dans ces pays. Tout ça, c'est pour enrichir notre diaspora. Ça arrive qu'une seule fois par an, donc il faut qu'on en profite. Au-delà de l'aspect culturel, cet événement a une résonance mondiale. On va développer le tourisme au niveau international. Au tour de Job de monter sur scène. Merci. Merci, c'était super. Job, ça t'a plu le spectacle? Oui, et toi, tu es contente? Je suis très contente. Moi, tant que le public est heureux, je suis heureux aussi. Ce soir, on a lutté pour la culture du peuple afro des Caraïbes. On leur a montré que ce sont des rois et qu'il y a des talents uniques ici. C'était vraiment amusant. Quand je vous regardais danser, je me disais qu'est-ce qu'elles ont d'énergie. Et moi, quand j'étais perdue, je regardais simplement les pas d'Erika. Je suis juste très inspirée. Je suis le rythme. À partir de maintenant, on va pouvoir se connecter entre peuples des Caraïbes. On va se réunir et on va grandir tous ensemble.